merci de l'invitation. Je ne savais pas très bien quoi dire pour essayer de dire quelque chose de un peu nouveau. J'ai le sentiment que les débats sur les bénéfices de la déprohibition avancent. Donc j'essaye maintenant de trouver un peu un angle nouveau pour présenter les choses. L'angle auquel je suis arrivé, je ne dis pas que c'est le bon, je dis que c'est peut-être celui qui va nous permettre de passer quelques minutes agréables ensemble, est le suivant. En fait, je m'intéresse à savoir comment est-ce qu'on justifie la prohibition. Il y a un angle de justification qui est typiquement dans mon angle d'économiste, qui est de dire c'est efficace parce que quand c'est prohibé, les gens ils prennent pas, et vu que prendre c'est pas bon, et si c'est interdit, les gens prennent pas. Bon, ça c'est un angle, je le traiterai en second. Et puis il y a un second angle que je vais traiter en premier, qui est peut-être plus lié à ce que je fais maintenant de façon intense, à savoir l'exercice du droit pénal et également une partie d'enseignement du droit pénal, qui est de s'intéresser de façon un peu plus large sur qu'est-ce qu'on peut interdire et qu'est-ce qu'on peut ne pas, qu'est-ce qu'il est légitime dans une société démocratique d'interdire. Vous voyez que la liste des interdits est longue, et puis il y a des interdits qui sont des interdits naturellement réprimés par l'ordre social. Par exemple, l'inceste, c'est réprimé dans le code pénal français pour des personnes en dessous de 18 ans. Il n'y a pas de mention de la répression de l'inceste au-delà de 18 ans dans le code pénal français. C'est une question intéressante de savoir pourquoi. Est-ce que du coup ça devient bien ou est-ce que ça devient tellement réprouvé que c'est même pas la peine de le mettre? Quelle est l'explication? C'est un élément sur lequel on peut travailler. Le clonage génétique, le mariage same-sexe, la PMA, toutes ces discussions posent la question de savoir qu'est-ce qu'une société peut interdire, qu'est-ce qu'elle doit encourager. Et il y a un point commun dans tous ces exemples, c'est qu'ils mettent en jeu le corps, et plus précisément, quel est le degré de disposition que chacun d'entre nous peut avoir de son corps. Alors c'est un sujet sur lequel je m'amuse en ce moment beaucoup et je travaille avec mes étudiants. Et ce qu'on observe, et vous allez voir, je vais arriver aux drogues, c'est que la doctrine juridique française en matière de disposition du corps est tout à fait inspirée. Il y a certes une lente laïcisation de l'approche chrétienne du corps, mais cette laïcisation a été, on va dire, tardive, et surtout cette laïcisation se fait sans rupture, c'est-à-dire qu'on reprend une partie de l'approche chrétienne du corps et on la laïcise. Alors, n'étant pas chrétien, j'ai pris mes bouquins, j'ai ouvert, j'ai lu, j'ai essayé de comprendre, et ce que je vois, c'est que dans l'approche, et alors ça irrigue vraiment le Code civil français, dans l'approche chrétienne, le corps est le réceptacle de l'âme, et c'est ça qui fait, on va dire, le point de départ de l'obstination chrétienne à éviter que les individus salissent leur corps, puisque en salissant leur corps, c'est évidemment l'âme qui est salie, ça c'est le premier point du raisonnement, et le second point du raisonnement, c'est que l'âme est partiellement indissociable du genre humain dans son ensemble, et que salir son corps et salir son âme, c'est en fait salir l'homme en général, et que salir l'homme et la femme, bien évidemment, j'utilise là le terme générique, et que salir l'homme en général, c'est évidemment salir également le Fils du Père, qui est la métaphore suprême de l'être humain. Et donc on voit bien cette grande difficulté des chrétiens à accepter que les individus, au nom de leur liberté de faire ce qu'ils veulent de leur corps, fassent des choses qui puissent salir leur âme. On trouve des éléments analogues, mais qui ont moins irrigué la procédure, le code civil français dans le judaïsme, que je connais un tout petit peu mieux, puisque là, c'est pas tant la notion de salissure
qui joue, mais c'est plutôt l'idée de l'intégralité du corps. Vous savez que les Juifs insistent beaucoup pour qu'au moment de leur enterrement, la totalité des parcelles de leur corps soient ramassées, fût-ce à la pince à épiler, que rien ne vienne, pas de cercueil, que le moins d'interface possible soit possible entre la terre et le corps, de façon à ne pas troubler une sorte d'ordre universel dont la reconstitution est la condition de l'arrivée du Messie. Mais ça irrigue moins le Code civil français. Donc, au point de départ du Code civil français, c'est une conception que je vais appeler monophysiste et qui s'oppose à la conception nestorienne. Il y avait des nestoriens dans l'Église catholique. Les nestoriens séparent le corps de l'esprit. Les monophysistes ne le séparent pas. Et ça donne l'article 1780 du Code civil français qui dit que le corps est indisponible à l'individu. Nous n'avons pas le droit de faire ce que nous voulons de notre corps, et c'est pour ça qu'il y a toute une série d'articles du Code de procédure pénale qui interdisent évidemment de vendre notre rein, de se prostituer ou de faire toute une série de choses indécentes avec notre corps. Alors là, le curseur varie selon les époques, mais en gros, le fondement est toujours le même. Et à l'opposé de cette conception du corps, vous avez une conception très extrême, qui est la conception libertarienne du corps, qui, elle, a beaucoup influencé les économistes, ma seconde source d'inspiration, qui dit que le corps est susceptible d'être marchandisé comme n'importe quoi d'autre, et qu'en fait, la liberté fondamentale, la liberté individuelle, doit primer sur les conceptions de droit civil ou de droit chrétien, et qu'en fait, si je veux me prostituer dès lors que c'est un échange libre et consentant, alors on discutera de savoir s'il y a des échanges de prostitution qui sont libres ou consentants ou pas. Si je veux vendre mon sang, si je veux vendre ma jambe ou vendre mon âme, si je m'appelle Marguerite dans Faust, quoi que je veuille vendre, je suis susceptible de le vendre dès lors que la transaction est faite entre deux personnes de volonté qui peuvent contractualiser correctement. Et puis cette conception souligne une petite hypocrisie, c'est que on accepte beaucoup les dons, le don du sang, les dons des organes, mais on n'accepte pas la vente des organes. Mais ça serait une autre discussion. Alors en fait, comment est-ce qu'on justifie l'un des angles de justification de la prohibition? C'est évidemment l'angle de la salissure du corps, c'est-à-dire que tout ce qui vient priver l'individu de ses capacités de raisonnement, tout ce qui vient le priver de son autonomie psychique est perçu dans la tradition civiliste française dont j'ai renoué l'origine et interprété comme une salissure de l'âme et une salissure en fait du genre humain dans son ensemble. Ça me semble être une première piste que j'aime bien et sur laquelle je travaille en ce moment avec mes étudiants sur des textes un peu anciens. La seconde, qui est plus dans mon registre classique, c'est qu'on nous dit, écoutez, la prohibition, ça marche parce que c'est efficace, donc ça c'est le registre de l'économiste, et on nous dit, eh bien, vous voyez, quand c'est prohibé, il y a moins de gens qui fument. Alors, première chose, premier élément, pour un économiste, le test du fait de savoir si quelque chose est efficace, c'est pas qu'il y ait plus de gens qui fument ou moins de gens qui fument. Je me rappelle une fois, polémiquant avec un de mes collègues à l'université, j'ai sorti une poignée de pièces de monnaie, je les ai jetées en l'air, elles sont retombées par terre, il a commencé spontanément à se baisser pour les ramasser. Je lui ai dit, tu vois, jeter des pièces en l'air, ça marche, tu les ramasses, mais c'est pas pour autant efficace, on est d'accord. Ça l'a fait rigoler, et je lui ai dit, je te rappelle et je vous rappelle que l'efficacité, c'est d'atteindre un objectif à un coût minimum, et que cet objectif, il n'est pas indifférent. L'objectif des économistes, traditionnellement, c'est de réduire le coût social d'une pratique ou de maximiser le bien-être collectif. Et là, en l'occurrence, l'objectif pour un économiste, c'est de faire en sorte que si les gens fument, il y a des gens qui fument et qui fumeront, il y a des gens qui prendront des drogues. La clé, c'est de faire en sorte que ces gens les fassent à un coût pour eux-mêmes et un coût pour les tiers, un coût pour la collectivité, qui soit le plus bas possible. Et donc, et ce coût, bien évidemment, évitez-moi les questions du genre « Ah, mais monsieur, vous parlez que de l'argent ?» Non, évitez-moi ça. Le coût est bien évidemment le plus large possible, c'est-à-dire qu'on prend le coût psychologique, le coût pour les tiers, tous les coûts que vous voulez, du moment qu'il y a un coût, ça rentre dans mon champ. Et donc, les économistes disent, écoutez, prouvez-moi que la prohibition est le système qui permet de réguler cette activité de consommation de drogue à moindre coût.
Et ma modeste contribution récente vise à montrer que c'est faux. C'est pas vrai que la prohibition en matière de cannabis, je ne parlerai pas des autres drogues, mais je répondrai éventuellement aux questions, faites-moi signe si je suis trop bavard, que bien évidemment la prohibition n'est pas le système idéal. Alors, on le voit, ce n'est pas une démonstration, mais on a quelques éléments. En France, on a 3,8 millions de consommateurs, on a 650 000 consommateurs réguliers, on a 277 tonnes de consommés de cannabis par an. C'est la plus forte consommation dans la tranche d'âge 18-65 d'Europe. Donc, il n'y a pas de raison de dire que pour les 568 millions d'euros de dépenses publiques ciblées sur le cannabis, on ait un succès particulier. Alors la question qui se pose, c'est est-ce qu'on pourrait envisager un autre régime? C'est ce que j'ai tenté de modéliser dans un article récent en disant qu'est-ce qui se passe si on légalise? Alors on a fixé les paramètres suivants. On a dit, bon ok, légaliser, en tout cas pour moi, c'est pas dire distribution de pétards gratuits à partir de 5 ans dans les maternelles et obligation de fumer avant les examens. C'est évidemment pas ça l'objectif qui est poursuivi. Donc c'est un régime qui est encadré. C'est un régime qui, en gros, s'apparente à ce que devrait, à mes yeux, être le régime du tabac, c'est-à-dire le tabac interdit aux moins de 18 ans, le tabac sans publicité, le tabac sans vente donc, aux jeunes, le tabac sans contrebande. Donc un régime assez strict, mais qui permette à des adultes d'acheter du cannabis. Donc premier point, et donc évidemment, pas de publicité. Deuxième point, dans ce régime, la question essentielle pour un économiste, c'est le prix, parce que pour le prix va déterminer en grande partie le niveau de consommation. Donc si on reste à un prix de l'ordre de 5,20, 5,60, qui est le prix du gramme de cannabis actuel dans la rue, qu'est-ce qui va se passer? Et est-ce que si on libéralise complètement, si on enlève la prohibition, est-ce que le prix va s'effondrer? Alors il y a deux choses amusantes. La première, c'est que il y a un tout petit groupe, quand on fait des analyses dites contingentes, je ne sais pas ce que c'est, il y a un tout petit groupe de gens qui, quand on leur dit « mais si le cannabis était légal, qu'est-ce que vous feriez? Il coûterait moins cher ?» Et il y a un tout petit groupe, ça fait 7 à 8% de l'échantillon qu'on a sondé, qui dit « oh là là, moi j'arrêterais, parce que du coup, le cannabis en pharmacie, c'est pas marrant. » Donc il y a un tout petit groupe de vrais transgressifs, quoi, de gens vraiment rock'n'roll, pour qui le plaisir du cannabis, c'est en partie le plaisir d'aller le chercher dans une cité où vous avez une chance de vous faire braquer, sinon c'est pas fun. Et on voit bien que le cannabis en pilule délivré avec une Croix-Rouge suisse énorme dessus, façon Prontalgine, ça va moins le faire. Bon, mais si on met de côté ces 10% de l'échantillon, le reste de l'échantillon est extrêmement sensible au prix. Alors là, la manipulation est simple. Il suffit en fait pour l'État qui régulera le marché du cannabis, d'imposer une taxe sur le cannabis, forme de TVA, qui sera d'un niveau tel que le prix du cannabis restera à peu près constant à celui d'aujourd'hui, c'est-à-dire entre 5,50 et 6 euros. Si vous croyez un tant soit peu, et ça c'est un des rares trucs qui marche en économie, on sait que, voilà, que les gens répondent au prix, on le vérifie tous les jours, eh bien si le prix reste à 5,50, 6 euros, le niveau de consommation n'a pas de raison d'augmenter massivement. Alors évidemment, il y a une toute petite part du coût à consommer du cannabis qui n'est pas comprise dans le prix. C'est-à-dire que quand vous achetez votre cannabis illégal à 5,50 €, il y a un petit coût supplémentaire qui est le coût du risque d'être arrêté, le coût du risque de prendre une paire de claques ou d'être volé par votre dealer, ou d'avoir de la mauvaise qualité, pas la bonne quantité, etc. Donc probablement il faut augmenter un tout petit peu le niveau de taxe de façon à ce que le prix post-libéralisation soit un peu plus élevé pour qu'il vienne compenser l'absence de risque de façon à stabiliser à peu près le niveau de consommation. Bon, c'est des choses qu'on sait faire depuis le XIXe siècle. Réguler un niveau de consommation par un niveau de taxe, c'est pas excessivement compliqué. Alors, quel est l'intérêt d'un tel régime? L'intérêt d'un tel régime, c'est qu'à l'évidence, s'il maintient le niveau de consommation au même niveau, alors moi, je n'ai pas une grande opinion pour savoir si le cannabis, c'est bon ou c'est mauvais.
j'ai tendance à penser que c'est moins mauvais que le tabac à l'évidence, mais que forcément, vu que ça se fume en partie avec du tabac, ça ne doit pas non plus être très très bon. Et j'écoute chaque année des gens dire ben oui, mais il y a des trucs quand même, c'est pas bon, il y a tel bon. Ok, oui, très bien. Ok, c'est un produit qui présente une certaine dangerosité, j'en suis absolument convaincu. A fortiori, s'il est contrôlé et régulé, ça donne l'occasion à l'État de faire une véritable information sur les dangers du cannabis. Je ne pense pas, par exemple, qu'il faut fumer du cannabis beaucoup avant que je monte sur ma moto TDM 950 pour arriver à l'heure à la fac. Je crois que c'est une mauvaise idée, quand on conduit un tracteur, de fumer 3 joints avant d'essayer de monter sur son tracteur. Donc il y a sans doute des conseils d'utilisation et de consommation qui peuvent être des conseils sains et intelligents qui évitent les consommations abusives, les consommations dangereuses de cannabis et qui peuvent être accompagnées par un système régulé. En revanche, je vois assez mal le dealer de cannabis en bas de chez moi offrir des conseils de régulation pour que les gens achètent et consomment moins. Donc je vois là un avantage en prix, puisqu'on peut maintenir le niveau de consommation. Tu me fais signe quand on a assez de m'écouter. Cher ami, je ne sais pas regarder ma montre, donc tu me fais signe quand tu me dis qu'il faut que je m'arrête. Donc, hein, voilà, je commence à atterrir. Donc, le prix et l'information, c'est deux choses qu'effectivement un système régulé pourrait mettre en œuvre. Ensuite, à l'évidence aussi, on voit bien que le fait que l'État puisse récupérer à peu près 1 milliard d'euros par le biais de la taxe, donc 565 millions de dépenses répressives en moins, 1 milliard de recettes en plus, ça donne un petit peu de grain à moudre pour faire de l'information et pour expliquer un peu mieux comment fonctionne ce produit. Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans le raisonnement et quels sont les points faibles? Et ceux auxquels je n'ai pas répondu. Il y a un premier point faible auquel je ne sais pas encore bien répondre, c'est, oui, d'accord, tout ça c'est bien joli, mais comment on produit? Est-ce qu'on produit sous le modèle de la régie des tabacs des années 1800-1900 à la française, c'est-à-dire il n'y a pas besoin d'une très grande surface, hein, j'avais calculé, c'est quelques centaines d'hectares dans le Midi de la France qui peuvent suffire à assurer la totalité de la production. Donc ça, c'est un modèle. Un autre modèle plus autogestionnaire, plus PSU, Nouvelle Gauche, serait un modèle décentralisé où les individus pourraient produire et déposer leur production à une coopérative qui certifierait la qualité et avoir une vérification de qualité et une vérification sanitaire. J'avoue que sur ce point de la modalité de production, je n'ai pas encore les idées bien claires. Et puis, la seconde question auquel j'ai plus de mal à répondre, c'est bah oui, monsieur, mais c'est très bien ce que vous dites, mais vous dites cannabis, vous ne dites pas cocaïne, amphétamine et les autres produits. Et là, je reconnais que mon virage en faveur de la légalisation du cannabis n'est pas déclenché par une conviction philosophique, mais déclenché par une conception pragmatique. Quand il y a 650 000 personnes qui consomment tous les jours et que la police passe 10% de son temps à arrêter des gamins en mobilette qui n'ont pas de casque et du shit dans les poches et que ça prend des heures de procédure, je suis avocat donc je vois bien le temps que ça prend, je me dis c'est profondément inefficace. Le marché de la cocaïne et des amphétamines étant ce qu'ils sont, je n'ai pas encore fait le pas pour les autres produits, mais je suis certain que vous aurez des commentaires critiques désagréables à faire sur ce point, sur mon incohérence. Merci. Merci beaucoup.